Dans chaque pays du monde, on peut retrouver différentes légendes sur des objets, des monstres ou même des lieux qui auraient, selon certains, véritablement existé. Aujourd'hui, on va parler de certains de ces objets de légende. Salut à tous, c'est Artegar et aujourd'hui, je m'intéresse aux objets des légendes arthuriennes. Pour beaucoup, la quête du Graal évoque ce son. A l'époque des chevaliers, il est très important d'accomplir des exploits prestigieux. Et le plus prestigieux d'entre tous, c'est bien évidemment de retrouver le Graal. C'est pour ainsi dire la quête suprême du chevalier. Dans certains contes, certains chevaliers auront même la chance de le rencontrer et même de l'apercevoir. Dans le conte du Graal de Chrétien III, c'est Perceval, durant un banquet au château du roi pêcheur, qui assiste à son apparition à chaque nouveau plat qui est servi à la table. À quoi sert-il? Pourquoi est-il amené à chaque plat? On n'en sait rien. Mais alors pourquoi reste-t-il muet? Est-ce que c'est parce qu'il se retrouve devant l'objet que tout le monde convoite? Ou alors est-ce bien autre chose? Eh bien on apprendra plus tard dans le conte, c'est même son oncle qui lui apprendra, que la raison de son mutisme est liée à une faute que Perceval a commise dans le passé. En effet, il va laisser mourir sa mère de douleur devant sa porte au moment même où il est prêt à partir pour devenir chevalier. C'est pour le punir que Dieu l'a empêché de poser des questions au sujet du Graal. En contrepartie, s'il avait réussi à poser des questions, comme à quoi sert-il ou à qui était-il destiné, le père du roi pêcheur, qui était malade et alité à ce moment-là, aurait été guéri et on lui aurait rendu tout le pouvoir qu'il avait sur ces terres. Seulement, Perceval n'aperçut que seulement le Graal, mais la rencontre n'a jamais vraiment eu lieu. Il n'a jamais pu le toucher. Dans une version plus tardive, c'est Galahad, surnommé le chevalier parfait et qui est aussi le fils de Lancelot, qui sera le seul à voir réellement le Graal. C'est à la cour du roi, en l'an 454, le jour de la Pentecôte, plus précisément, au moment de s'asseoir sur le siège périlleux, donc le siège périlleux de la table ronde. On reviendra un peu plus tard là-dessus dans la vidéo, au moment où on parlera de la table ronde. Et on pourra lire, sur ce siège, l'inscription suivante: ceci est le siège de Galahad. Le Graal surgira au milieu de la table ronde, accompagné d'une lumière éblouissante, et ce sera le seul moment, ou en tout cas un des seuls moments à cette époque où on verra véritablement le Graal. Du coup, on peut se poser la question, à quoi ressemblerait le Graal alors? Au XIIe siècle, Chrétien III présente le Graal comme une pièce de vaisselle magnifiquement ornée, qui peut contenir de très grands poissons. On est loin de ce qu'on imagine quand on parle du Graal aujourd'hui finalement. Il offrirait également, et ce depuis 12 ans, un aliment vital au père du roi pêcheur, l'hostie, qui d'ailleurs, personne ne sait qui met cette hostie tous les jours dans ce fameux plat. L'hostie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite rondelle plate de pain de blé représentant le corps du Christ dans la religion chrétienne. C'est le prêtre qui le donne aux fidèles durant la messe. C'est un rappel du pain que le Christ mangea avec ses 12 apôtres avant sa mise à mort sur la croix. Pour finir sur le Graal, comme je le disais, on lui prête différentes fonctions ou formes. L'écrivain Robert de Boron, au tout début du XIIIe siècle, pensait que le Graal pouvait être une coupe, aussi appelée calice, que le Christ utilisa pendant son dernier repas, donc la scène. Il serait couvert de pierres précieuses et de perles de toutes les couleurs, de toutes les formes, les plus belles, que ce soit dans la mer ou sur la terre. Lorsque le Graal se présente au roi pêcheur, il est porté par une très belle jeune fille, habillée magnifiquement avec des bijoux étincelants, une lumière éblouissante et même là pour la mettre en valeur, et il est suivi d'un cortège précédé par une lance. Dans ce conte, on voit bien que l'image mystérieuse et secrète que l'on a du Graal est complètement fausse, vu qu'il est reconnu et à la vue de tous, présenté par une belle jeune fille. Dans certaines versions allemandes, le Graal est une superbe pierre précieuse, à l'instar de la pierre philosophale pour ceux qui connaissent, apportée du ciel par une colombe. Après le Graal, si on s'attardait un peu sur une épée qui est tout aussi connue. Passons à Excalibur. Les épées ont souvent un caractère magique dans les légendes, et dans la légende du roi Arthur, on en retrouve quelques-unes des plus connues. On les décrit souvent comme des créatures indépendantes, à la limite même de la mise en conscience d'un objet. À ne pas oublier que la plupart du temps, c'est l'épée qui choisit son chevalier, et pas l'inverse. Un peu comme dans Harry Potter. Tu es un chevalier, Harry. Mais parlons plus précisément de l'épée Excalibur. Mais avant tout, c'est quoi Excalibur? Il existe différentes origin stories pour l'épée légendaire. Que cela soit sa naissance, son rôle exact dans les différentes histoires autour d'elle. D'ailleurs, en voici une toute petite. A l'occasion d'un tournoi, le jeune roi Arthur cherche une épée pour son frère de lait, En gros, un frère de lait, c'est une personne qui prend le lait de la même mère. Ce serait un peu son demi-frère, si on peut dire. Et Arthur, il réussit à retirer une épée, celle que Merlin avait plantée au milieu d'une enclume, qui elle-même, l'enclume, était fixée sur un rocher. Le magicien avait prédit du coup que seul l'héritier légitime du trône pourrait l'enlever.
On connaît tous l'histoire, Arthur a bien fini par la retirer. Arthur devient alors le roi et succède à son père Uther Pendragon, qui était roi de l'ogre. Mais l'épée récupérée par Arthur est-elle vraiment Excalibur? C'est souvent ce que l'on croit, mais on ne dit jamais vraiment que Excalibur est aussi l'épée retirée par Arthur dans l'inclus. Ne forme-t-elle pas qu'une seule et même épée? Ça, on ne le sait jamais, c'est jamais décrit exactement. Dans certains récits du XIIe siècle, Excalibur vient à apparaître dans des moments ou des endroits bien plus étranges. Par exemple, lors d'un combat, un adversaire brise l'épée d'Arthur, et lorsque Merlin le sauve et qu'il l'amène au bord d'un lac, c'est une main qui sort de l'eau avec l'épée entre les mains. Cette fois, on apprendra plus tard, dans le conte, qu'il s'agit bel et bien d'Excalibur. Cette fois-ci, elle est bien citée. On a aussi raconté que c'était Viviane, la dame du lac, qui l'aurait remise à Arthur après avoir surgi du lac. Vous l'aurez deviné, chaque auteur et époque possède sa propre version de l'épée d'Excalibur. C'est aussi pour ça qu'au XVe siècle, Thomas Malory, un écrivain anglais, a décidé de simplifier toute la situation en disant qu'Excalibur était bel et bien l'épée qu'Arthur avait retirée d'un rocher. Alors on parle d'Excalibur, mais à quoi pourrait-elle vraiment ressembler? On raconte que c'est une épée, jusque là tout reste logique, qui peut être tenue à une ou à deux mains. On lui prête la capacité de pouvoir trancher toutes les matières et d'être incassable aussi. Faudrait pas trop la rendre pétée, ce serait complètement bête. Le plat de la lame est plaqué d'or et son pommeau et sa garde sont incrustés de pierres précieuses, ce qui en fait pas du tout une arme très lourde. Hein? Des pierres précieuses et de l'or. Vraiment des trucs bien lourds quoi. À manier ça doit être pratique. Et on ne s'arrête pas là car le plus précieux de l'épée c'est son fourreau. Vous allez me dire mais pourquoi son fourreau? Ça sert juste à rentrer et à dégainer l'épée. En fait il est composé de cuir et de bois avec quelques pierres précieuses et un peu d'or. Jusque là c'est devenu habituel avec cette épée. Mais il est surtout dit que celui qui porte le fourreau est protégé contre les blessures et les pertes de sang. Dans les légendes, les gars n'ont jamais appris à équilibrer les objets. Tu as l'épée d'Excalibur et son fourreau, t'es invincible. Les pertes de sang et les blessures, donc en fait t'esquives tout automatiquement. La suite logique de l'histoire d'Excalibur, c'est bien aussi sa disparition. Un du conte nous dit qu'après une bataille qui l'oppose à son fils Mordred, donc le fils d'Arthur, Arthur est blessé. Et durant la bataille, beaucoup de chevaliers de la table ronde mourront, sauf 4. Donc Arthur, Lucan le bouteiller, Girle Flette et Sagremort. Sentant la fin arriver et ne souhaitant pas qu'Excalibur tombe entre de mauvaises mains, Arthur décide alors de la faire disparaître. Il s'adressera une dernière fois à sa fidèle épée et ordonnera à un de ses chevaliers de jeter Excalibur dans le lac voisin. Le chevalier en question hésite à jeter une arme si puissante, qui est aussi le symbole du pouvoir de son roi. Il reviendra à 2 reprises vers Arthur en lui disant avoir accompli sa mission. Quand Arthur lui demande ce qu'il a vu, le chevalier, qui n'a rien vu, doit retourner jeter l'épée dans le lac. Le chevalier finira par obéir, et Excalibur disparaît dans le lac de la même façon qu'elle est apparue, saisie par une main sortant de l'eau. Arthur en déduit que sa mort est proche, et il ordonne donc à son chevalier de le laisser au bord du lac et de le partir sans se retourner. Le roi disparaîtra dans l'île d'Avalon, amené par Morgane la fée, qui est accompagnée évidemment d'autres fées. Petite parenthèse, mais t'as pensé à t'abonner? Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et aussi à laisser un commentaire sur l'objet de légende que tu voudrais que j'étudie. Je pourrais aborder tout ça dans d'autres vidéos. Bon allez, on y retourne. D'ailleurs, si on se mettait maintenant autour d'une table, je sais pas moi, pour unifier un pays peut-être, et pourquoi pas une table ronde. La table ronde et les aventures qui y sont liées sont souvent reliées au roi Arthur. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment s'il a existé d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on a très peu de descriptions précises du personnage. Il est devenu malgré tout un grand héros du Moyen-Âge, chef des Bretons de Grande-Bretagne. Pour ceux qui aiment se la raconter aux machines à café le matin, vous saviez qu'à l'époque du Moyen-Âge, elle est appelée comme ça parce qu'en fait elle est pas ouf. En fait c'est parce qu'il se passait rien. C'est le Moyen-Âge, c'est l'âge moyen. C'est vraiment, c'était pas ouf quoi. Vivre là-bas, ça a pas déclenché d'énormes trucs. Vous pourrez la raconter demain matin au café. Comme le reste des objets présents dans cette vidéo, la table ronde est aussi imaginaire. Elle serait apparue dans la littérature au XIIe siècle environ. Dans les histoires, je précise, elle serait née après une dispute violente au moment d'un repas de Noël. Un charpentier de Cornouailles, au sud-ouest de la Grande-Bretagne, l'aurait créée à la demande de Merlin. Facile à déplacer avec sa forme finalement, ronde on peut la faire rouler, et pouvant accueillir de 12 à 1600 chevaliers selon les différents auteurs qui ont parlé d'elle. On dit également qu'elle aurait été créée par Uther Pendragon, le père d'Arthur, afin de réunir les 150 meilleurs chevaliers du royaume. Mais pourquoi la table ronde est si connue? Il faut savoir que son histoire a beaucoup plu. Elle s'appuie sur l'idée que les chevaliers sont tous égaux et qu'il n'y a pas de préférence. En fait, ils siègent tous autour de la table, assis les uns à côté des autres, sans ordre particulier. On dit aussi que la table représente le monde avec ses étoiles et ses planètes. C'est une belle définition. D'ailleurs, tout le monde doit se poser la question, qui a le droit de venir autour de la table ronde finalement? À part le roi Arthur.
En fait, pour être admis à la table ronde, il faut que le chevalier soit fasciné par l'aventure et qu'il accomplisse un grand exploit chevaleresque, comme j'ai pu le dire au tout début avec le Graal par exemple. Et c'est aussi pour ça que le chevalier est toujours à la recherche d'épreuves qui attestera de sa valeur. Et c'est autour de la table ronde que commencent et se terminent de grandes aventures prestigieuses des meilleurs chevaliers du monde, dont l'élite comporte une douzaine d'hommes. Alors nous avons donc Galahad, Ban, Lionel, Gauvin, Bohort, Lancelot, Perceval, Arthur bien évidemment, Éléas, Tristan, Sagremort, Brunor le Noir, Agloval, Rion, Clodas, Idier, Pélès et Queue. Voici les grands chevaliers qui ont siégé à la table ronde pendant une plus grande période que certains. Je sais, ça fait plus de 12. C'est pas ma faute, les récits parlent souvent d'eux. Mais c'est une douzaine, ça marche. Alors au début de la vidéo, je vous ai parlé du siège périlleux. Mais en fait, c'est quoi exactement ce siège ? En fait, autour de la table ronde sont disposés des sièges. Jusque là, tout est normal, c'est une table avec des sièges. Jusque là, c'est normal. Et sur ces sièges, en fait, sont inscrits les différents noms des chevaliers. Et un seul siège, parmi tous ces sièges, au centre de la table, n'a pas de nom. Et en fait, attend son propriétaire. C'est lui, le siège périlleux. En fait, une prophétie de Merlin dit que cette place est réservée à celui qui mettra fin aux aventures extraordinaires du royaume d'Arthur. Perceval s'assiera sur le siège après avoir reçu la permission du roi, et il dira que la terre se fendit sous lui et que le ciel se couvra de ténèbres. Car ce n'était pas lui qui était attendu sur le siège périlleux. En fait, c'est Galahad, le fils de Lancelot, que la table attendait. Lorsqu'il se pose sur le siège périlleux, son nom apparaît comme par magie dessus, et c'est à ce moment-là que le Graal apparaîtra en mettant fin, comme prévu, aux aventures d'Arthur. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos de ce genre. On se dit à bientôt, c'était Artegar et je me suis intéressé aux objets de légende arthuriens.